Bonjour. Salut. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la résistance. Et pour rentrer dans le vif du sujet, commençons par regarder ce que ça donne en Spintronics. Une résistance en Spintronics, c'est ça. Ici, là, on en a une de 200 ohms. Alors, je peux la relier avec une chaîne, et ça va donner ça. Alors maintenant, je peux la mettre en route. Et on voit la résistance qui tourne plutôt vite. Je peux remplacer ma résistance par une résistance plus forte, par exemple celle de 1000 ohms. Ça donne ce circuit-là. Et si on le fait tourner comme avant, il tourne beaucoup moins vite. C'est encore plus flagrant si jamais on met les deux vidéos l'une à côté de l'autre. Donc une résistance, ça fait tourner le circuit moins vite. C'est ça. Une autre manière de le formuler, c'est de dire que ça réduit l'intensité qu'il y a dans le circuit. Ok, mais quel intérêt? Plus ça va vite, mieux c'est, non? Pas forcément. Imagine, tu veux te faire une brosse à dents, si tu la fais tourner le plus rapidement possible, tu te retrouves avec une ponceuse à la place de ta brosse à dents. Ouais, effectivement, c'est pas terrible. Une autre raison pour réduire l'intensité, c'est de protéger tes composants. Imagine, tu as un composant qui est un petit peu fragile, si tu le fais tourner trop vite, il risque de casser. Ok, c'est bon, je vois l'intérêt, on passe à l'électronique. Attends, on a un problème. On va pas pouvoir faire l'équivalent de ce circuit Spintronics. Bah, pourquoi? On a déjà la pile. Oui, mais on va pas pouvoir observer l'impact de notre résistance. Bah, si, on a leur permettre aussi. En électronique, oui, mais pas en Spintronics. En Spintronics, un ampèremètre, ça ressemble à ça. Et si je le mets dans notre circuit avec notre résistance de 1000 ohms, on va obtenir ce circuit-là. Et maintenant, si on le fait tourner, on a un son qui est plutôt grave, parce que le circuit tourne lentement. Plus le circuit tourne lentement, plus on a un son grave. Par exemple, si on remplace notre résistance de 1000 ohms par celle de 200, comme ceci, on va obtenir un son beaucoup plus aigu. Et ce circuit-là, on peut le faire en électronique. Ok, cool, mais comment on va faire notre résistance? Pour ça, on va avoir besoin de comprendre le principe de résistivité. Et clairement, on va avoir besoin d'un dessin. Bon, pour commencer, il faut garder en tête que je vais simplifier pas mal de choses. Ne serait-ce que parce que les électrons sont des objets quantiques et que c'est pas du tout des billes qui se baladent. Ceci étant dit, ce que je vais te montrer, c'est suffisamment correct pour comprendre le concept de résistivité. Un atome, c'est composé d'un noyau, qu'on va représenter par le symbole de l'élément en question, ici l'hydrogène, et d'électrons qui tournent autour du noyau. À chaque fois qu'on passe à un atome plus lourd, son besoin en électrons grandit. Les électrons se répartissent en couches, et on ne peut passer à la couche n plus 1 qu'après avoir rempli complètement la couche n. Les trois premières couches, par exemple, contiennent respectivement 2, 8 et 8 électrons. La dernière couche d'électrons, celle qui est le plus à l'extérieur, est appelée la couche de valence. C'est la seule qui va nous intéresser pour la suite, donc à partir de maintenant, c'est la seule qu'on va représenter. Intéressons-nous à l'atome de cuivre, qui a la particularité de n'avoir qu'un seul électron sur sa couche de valence. Quand un électron libre arrive à proximité de l'atome, il y a deux scénarios possibles. Soit il arrive avec suffisamment d'énergie, pousse un électron hors de la couche de valence et se met dessus. Soit il arrive avec trop peu d'énergie, et dans ce cas, le ou les électrons déjà en place repoussent l'électron libre. Faisons une simulation afin de comparer ce qui se passe avec un atome de cuivre et un atome de carbone. On va essayer de faire passer 50 électrons et compter combien arrivent à passer de l'autre côté pour chaque atome. Allez, c'est parti. On va accélérer un petit peu au milieu parce que sinon ça serait vraiment très long.
Le cuivre a laissé passer 48 électrons. Et le carbone, on a laissé passer seulement 24. On commence à avoir quelque chose d'intéressant. Mais là, c'est une simulation avec seulement 50 électrons. Ça serait bien d'avoir plus d'électrons pour valider ce qu'on est en train d'observer. Pour ça, on va refaire la simulation avec 10 000 électrons. Et on va dessiner les résultats sur un graphique. En abscisse, on va mettre le nombre d'électrons qu'on va envoyer. Et en ordonnée, on va mettre le nombre d'électrons qui arrivent à passer. On va tracer les résultats du cuivre en orange et les résultats du carbone en rouge. On voit que le cuivre finit loin devant avec 8734 électrons qui passent, alors que le carbone n'en a laissé passer que 5004. Si on note sigma, la conductivité d'un élément, alors dans notre simulation, le cuivre a une conductivité de 8734 sur 10 000 et le carbone a une conductivité de 5004 sur 10 000. La résistivité, c'est l'inverse de la conductivité, et elle est notée ρ. On peut calculer la résistivité du cuivre et du carbone dans notre simulation. On voit alors que le carbone a une résistivité plus grande que le cuivre, ce qui est effectivement le cas dans la réalité, même si les valeurs sont différentes. Mais, alors, c'est-à-dire que tous les matériaux ont une résistivité en fait. Oui. Et une résistance, c'est un morceau du circuit qui est fait dans une matière qui a plus de résistivité que le reste du circuit. En gros, oui. Et on vient de dire que le carbone a une résistivité qui est forte, et le mine de critérium, c'est principalement du carbone. Donc on doit pouvoir utiliser ça pour notre résistance, non? Ouais, vas-y, essaye. Donc là, on a un circuit avec une pile et aucune résistance entre la pile et notre ampèremètre ici. On voit que pour l'instant, vu que c'est pas connecté, l'ampèremètre est 0. Et si jamais on connecte, on a notre ampèremètre qui indique un 1. Ça veut dire qu'il est en train de saturer. Il y a trop d'ampères qui passent. Il n'est pas capable de nous dire combien. Il sait qu'il y en a, mais il ne sait pas combien. C'est l'équivalent avec notre boussole d'avoir en fait la boussole qui tourne à 90 degrés. Cette fois-ci, j'ai mis notre résistance en critérium au milieu. Et si jamais on branche, on voit que l'intensité est devenue suffisamment basse pour que notre ampèremètre soit capable de nous afficher un résultat. Donc on est bien en dessous de ce qu'on avait avant où on saturait notre ampèremètre. Bon, voilà, on a débloqué les résistances, c'était facile. Hop, 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 hop. Tu t'enflammes un peu là. Pourquoi? Bah, tu n'as aucun contrôle sur la valeur de ta résistance. Si je te demande une résistance avec une valeur bien précise, comment tu vas faire? Bah, j'utilise un matériau avec une résistivité différente. Ouais, pas mal, mais tu vas vite être bloqué par le nombre d'éléments qui existent à l'état solide. Et probablement par leur coût aussi. Ok, qu'est-ce que tu proposes? On va jouer sur la quantité de matière. Dit comme ça, c'est plutôt intuitif, mais il faut bien comprendre pour savoir comment faire. On retourne sur nos simulations et on va voir ce que ça donne. On va faire 3 simulations. La première, qu'on a déjà faite, avec un atome de carbone. Dans la deuxième simulation, on va ajouter de l'épaisseur en ajoutant un atome au-dessus. Quand on envoie un électron, il y a alors 3 scénarios possibles. Soit l'électron passe par l'atome du dessus et on reçoit un électron de l'autre côté, soit il passe par l'atome du dessous et on reçoit un électron de l'autre côté, soit il se fait rejeter par les deux atomes et on ne reçoit rien de l'autre côté. On appellera cette simulation la simulation épaisseur. Dans la troisième simulation, on va ajouter de la longueur en mettant le second atome après le premier. Quand on envoie un électron, il y a aussi 3 scénarios possibles. Soit il se fait rejeter par le premier atome et on ne reçoit rien de l'autre côté, soit il pousse un électron du premier atome qui se fait rejeter par le second atome et on ne reçoit rien de l'autre côté. Soit les deux atomes laissent passer les électrons et on reçoit un électron de l'autre côté. On appellera cette simulation la simulation longueur. Comme précédemment, on va essayer de faire passer 10 000 électrons et comparer les courbes. On va tracer la simulation avec un atome en orange, l'épaisseur en vert et la longueur en rouge. La simulation avec un atome laisse passer 5016 électrons, ce qui est très proche de notre simulation précédente. La simulation avec 2 atomes disposés en épaisseur laisse passer 7537 électrons. Et la simulation avec 2 atomes disposés en longueur
laisse passer seulement 2504 électrons. Donc l'épaisseur a l'air d'augmenter la conductivité et la longueur a l'air de la réduire. Tu remarqueras que quand je te parle de conductivité, on utilise toujours la même formule. Conductivité égale nombre d'électrons reçus sur nombre d'électrons envoyés. Et la résistance, c'est l'inverse de la conductivité. Donc la résistance est égale au nombre d'électrons envoyés sur le nombre d'électrons reçus. On sait déjà que le nombre d'électrons reçus, c'est ce qu'on appelle l'intensité, et on la note I. Le nombre d'électrons envoyés, on appelle ça la tension, et on la note U. On obtient alors R égale U sur I, ce qu'on a plus l'habitude de voir sous la forme U égale RI. Cette formule s'appelle la loi d'Ohm, et c'est l'une des plus importantes en électronique. Retiens-la bien, hein. On aura l'occasion d'en reparler et on l'utilisera très souvent. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de pouvoir calculer R en fonction des propriétés physiques de notre résistance. R, la valeur de notre résistance, est égale à ρ, la résistivité de la matière qu'on va utiliser dans notre résistance, multiplié par L sur S, où L est la longueur de la résistance et S est la surface d'une section de la résistance. C'est ce qu'on appelle communément son épaisseur. Dit autrement, plus une résistance est longue, plus elle résiste, et plus elle est épaisse, moins elle résiste. On va se taper tous les calculs de la résistance de notre mine là? Sérieux? Non. La formule elle s'applique dans des conditions qui sont idéales. Entre les impuretés de notre mine et la qualité de nos contacts, on est voué à l'échec. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu diminues la taille de ta mine, tu devrais voir l'intensité qui augmente et donc la résistance qui diminue. Si on reprend notre circuit avec notre mine de critérium, qu'on branche, on obtient à peu près 155 milliohms. Si maintenant on remplace notre résistance par une résistance beaucoup plus petite, on obtient ce circuit-là. Et quand on branche, on obtient presque 186 milliohms. Donc on a bien une résistance qui est plus faible que quand c'était plus grand. Mais putain, ça marche! Et on a moyen de tester avec l'épaisseur aussi? Oui, et la version simple, ça serait de prendre une mine qui est plus épaisse, sauf que là on est déjà aux limites de notre ampèremètre. Ok, mais j'ai pas de mine plus fine. Hein. T'en as pas besoin. Tu prends un bout de papier, tu dessines dessus un trait bien épais, bien gras, et au fait, quand tu as fait ça, tu as créé une mine bien plus fine que celle que tu as actuellement, donc bien plus résistante. Et voilà ma résistance dessinée sur du papier. Alors si je l'ajoute à mon circuit, et que je finis mon circuit en branchant mon ampèremètre, j'obtiens 0. Alors il y a une raison, elle est simple, c'est que ma résistance est beaucoup plus forte. Comme elle est beaucoup plus forte, on n'est pas en milliohms, mais en vrai, on est en micro-ohms. Et pas beaucoup. 2 micro-ohms. Mais il y a du courant qui passe. On a donc une résistance qui est beaucoup plus forte. Bon bah challenge réussi. On a débloqué la résistance. Ouais, mais on a encore pas mal de choses à voir avant de passer à la pièce suivante. Hein. J'aimerais bien, par exemple, te parler des unités et t'expliquer ce qu'elles représentent. Ok, mais on se fait ça une autre fois. Hein. Parce que bon, on a quand même bien bossé pour aujourd'hui, et puis un pas après l'autre.